Bonjour à tous et bienvenue dans ce Zoom, aujourd'hui en compagnie d'Antoine Guénaud. Bonjour Antoine Guénaud. Bonjour, merci encore une fois de l'invitation. De rien Antoine Guénaud, et vous êtes contributeur pour la revue Front Populaire ainsi que pour d'autres médias indépendants. Vous publiez cet ouvrage, Merde, la France qui dit non, ouvrage préfacé par Nicolas Vidal, ouvrage comme d'habitude à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Alors justement, votre préfacier Nicolas Vidal, bien connu des téléspectateurs de TV Liberté, directeur de Putsch Média, rappelle que ce peuple français n'a pas vocation à se coucher devant les trahisons, mais à se dresser encore et toujours. Mais où est le peuple français? N'est-il pas trop divisé par ce que l'on appelait aujourd'hui, ce que l'on appelle encore le clivage droite-gauche? Qu'attend-il, ce peuple français, pour se soulever, selon vous? Ça, c'est une très bonne question. Si on le savait, j'aurais même pas besoin d'écrire un bouquin, j'allais dire. Mais effectivement, ce clivage gauche-droite, je pense, crée des conditions... créer ces conditions qui ne permettent pas une avancée. Je pense que c'est un blocage. Alors c'est un invariant psychologique, on ne peut pas le remettre en cause, disons. C'est comme ça, c'est plutôt, j'allais dire presque peut-être familial, psychologique. Mais quelque part, si on retourne sur l'histoire des idées politiques, il y a des choses qui vont se croiser. Le socialisme utopique français, par exemple, du 19e siècle, vient du catholicisme. Et il y a eu le catholicisme social dans l'autre sens, dont De Gaulle a été très inspiré, par exemple. Donc je pense qu'on peut y trouver des croisements. Et le but, je pense, est cette recherche, alors du juste milieu, c'est très aristotélicien ce que je vais dire, mais de rechercher la synthèse entre cette dialectique, dans cette dialectique gauche-droite, ce qui a déjà été fait tout simplement pendant le CNR. Pour le CNR, le Conseil CNR, national de la résistance. Voilà, tout à fait, en 1944. Et après, et qui a fait les plus grosses avancées sociales de la France moderne et qui a fait notre modèle social aujourd'hui, et qui ont réuni des gens qui apparemment n'avaient rien en commun et qui finalement avaient beaucoup de choses en commun puisqu'ils ont créé un modèle social ensemble et surtout avant, ils avaient quand même résisté contre l'envahisseur ensemble. Donc je pense que c'est un clivage qu'on peut comprendre et qu'on doit quelque part garder. Si quelqu'un se sent de gauche ou quelqu'un se sent de droite, je ne condamne pas. Je pense juste qu'on peut dépasser cela et aller s'allier avec quelqu'un qui n'est pas de son obédience politique si on a la même chose. Je reprends la phrase de Peggy dans le livre, c'est « Celui qui ne se rend pas est mon homme, quel que soit son parti ». Parce que je pense que c'est ça. Le but, c'est qu'on soit de gauche ou de droite, le but, c'est de ne pas abandonner, de ne pas céder à la soumission, de ne pas céder à l'asservissement qu'on nous promet. Et je pense que c'est ça. Comment vous expliquez, Antoine Guénaud, qu'aujourd'hui les rencontres entre différentes chapelles, excusez-moi, entre la droite et la gauche soient aussi difficiles? Vous disiez à l'instant, ces hommes, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, communistes et gaullistes, avaient réussi à s'entendre parce qu'ils avaient peut-être aussi combattu ensemble, en tout cas à partir d'une certaine période. Mais aujourd'hui, ce clivage droite-gauche est-il brisable? À quelles conditions? Alors, à quelles conditions? Moi, je pense qu'il est encore présent, c'est là que je voulais en venir tout à l'heure, mais je pense qu'il est présent, si on veut, dans le peuple. Et c'est pour ça que je parle d'une gauche populaire et d'une droite nationale. Je ne parle pas des institutions, que ce soit partis, syndicats, etc. Ouais. Ça, pour une raison simple, je pense que, quels que soient les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale, excusez-moi, je pense qu'il n'y en a aucun, finalement, qui est de gauche ou de droite. Ils sont tous, ou alors, disons qu'ils sont d'une fausse gauche, qui est cette gauche social-démocrate européiste, ou d'une droite orléaniste, pareil, soumis à l'impérialisme américain et complètement européiste. Et je ne pense pas que ce soit... C'est ça que je veux dire, c'est que ce n'est pas les gauches et droites que je défends. Parce que je dis bien et gauche et droite, pour ne pas reprendre ce que disait M. Macron, ni de gauche ni de droite, qui nous mène au néant, finalement. Je parle bien comme le CNR était et de gauche et de droite. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Mais je pense que c'est plutôt dans l'esprit populaire qu'il est à retrouver et pas dans les institutions. Dans ces partis qui, finalement, qu'ils soient de gauche et de droite et vont se battre dans l'arène politique ou dans le petit théâtre politique, vont finalement être assez d'accord sur tout, puisque personne ne veut sortir de l'Union européenne, personne ne remet en cause le fait que l'Union européenne est responsable d'à peu près 70% des lois françaises, qu'on ne peut rien faire puisque, même si on était amené à voter une loi qui n'irait pas dans le bon sens, avec la hiérarchie des normes, la conventionnalité des lois, la CJUE pourrait l'annuler, ou même le Conseil d'État pourrait l'annuler en fonction des traités européens. Je peux faire référence par exemple ici au référendum sur l'immigration, qui est une idée, pourquoi pas, mais qui dans le cadre de l'Union européenne ne serait pas possible, puisque une loi référendaire, même si elle est votée par le peuple et qu'elle est référendaire, reste
une loi au niveau de la norme et pourrait être annulée par un juge administratif assez facilement, puisque les traités européens prévoient la politique migratoire, donc tout simplement. C'est cet esprit populaire, Antoine Guénaud, celui de droite et de gauche qui a voté en 2005 non au référendum qui proposait cette constitution européenne qui vous inspire ? Je pense, oui. Personnellement, je pense que c'est ça, c'est là qu'on doit aller chercher. Et de ne pas distinguer quelqu'un qui est vraiment de cette droite, j'allais dire gaulliste, gaulliste, disons, cette droite gaulliste, et ces gens qui sont de cette gauche populaire, anciennement, le communisme à la française. Encore une fois, on ne parle pas des dérives du communisme soviétique, je ne parle pas de ça, mais de cette gauche qui était, comme on disait à l'époque, d'ailleurs, nationaliste de gauche. Des gens comme Marchais ont refusé les traités européens, et les communistes étaient très à l'encontre de l'évolution de l'Union européenne, comme c'était le cas pour une vraie droite gaulliste, de Gaulle en premier lieu. Donc je ne pense pas qu'il faille opposer ces gens qui peut-être auront des idées différentes sur certains sujets, peut-être, mais qui dans ce cadre-là étaient complètement d'accord. Il y a quelque chose qui me revient en mémoire là, qui a permis à la France de ne pas être soumis à la CED, qui était la Communauté européenne de défense dans les années 50, qui avait été proposée. La 4ème République était prête presque à l'accepter, mais c'est les gaullistes et les communistes de notre côté qui ont fait pression pour ne pas qu'il soit accepté. Depuis 68, c'est une date que on pourrait en discuter, mais je pense que c'est depuis 68, on a évincé, en tout cas l'impérialisme américain, a évincé les deux forces qui étaient en opposition avec lui sur le territoire français, qui étaient les communistes d'un côté et le gaullisme de l'autre. Une fois que une fois De Gaulle parti et une fois la chute du PC annoncée après 68 d'ailleurs, ces deux forces-là qui étaient anti-américaines, il n'y a eu plus personne pour défendre la vraie souveraineté nationale. Alors, depuis ce temps-là. Il y a, comme vous le dites, des personnalités ou un esprit populaire français, des gens de bonne volonté, mais il y a aussi ceux que vous appelez les ennemis de l'intérieur rassemblés dans le parti de l'étranger qui n'ont pas l'amour de la France chevillé au corps. Comment faut-il traiter ces gens-là ? Comment les envisager ? Ça, c'est une très bonne question. Là, moi, je parle pas des électeurs qui ont une responsabilité, encore une fois, mais peut-être qu'ils peuvent, se tromper, etc. Je parle plutôt des dirigeants, là, dans ces cas-là, qui sont des dirigeants, donc parlons d'extrême centre, finalement. C'est cet extrême centre qui, comme le disait déjà Sanguinetti à l'époque, le centrisme, c'est le vichisme des temps de paix. On l'a bien compris que ce sont des gens qui sont aux mains des intérêts américains ou des intérêts européistes, mais qui sont les mêmes, c'est les intérêts mondialistes. Ces gens-là, qu'en faire ? J'allais dire les dégager, pardon du mot, mais les dégager d'une manière, si possible, démocratique. Je suis avant tout démocrate, si possible démocratique. Ensuite, il y aura la technocratie à nettoyer aussi, puisqu'il y aura évidemment, que ce soit les juges, parce que le Conseil d'État n'a pas attendu, disons, le politique pour faire son revirement. C'était en 89 avec l'arrêt Niccolo sur l'européisme. Donc, comment faire ? C'est une très bonne question. J'ai pas la prétention d'avoir la réponse. Il faut arrêter de voir la politique, le paysage politique comme une ligne droite avec droite et gauche d'un côté, et puis peut-être considérer cela comme un cercle où les droites pourraient se réunir avec certaines personnalités de gauche. Ouais. Ah mais complètement. Et inversement. Je veux dire, mais bien sûr, il faut cesser de le voir. Aujourd'hui, c'est ce que je dis à chaque intervention. Je me fais pas que des amis, j'en suis désolé. Mais l'Assemblée nationale est un extrême centre un peu plus large, puisqu'il y a une extrême gauche, une extrême droite, une extrême gauche, mais c'est un extrême centre puisqu'il n'y a aucun de ces partis qui remet en cause l'adhésion à l'Union européenne, par exemple. Donc où est l'opposition ? Personnellement, je n'en vois pas. Il y a des oppositions, il y a des souverainistes qu'on entend très peu. À gauche, il y en a des fois qui se manifestent aussi, mais qui ne vont pas, malheureusement, jusqu'à proposer un Frexit. Alors, voilà. Mais un jour, effectivement, moi, c'est mon souhait. C'est mon souhait. Mais je pense que cette chose-là sera faite plutôt par le bas, j'allais dire, et ce sera plutôt une décision, je veux dire, du peuple qui va pousser ces gens-là à faire cela. Faut-il encore que le peuple prenne conscience de cela ? Et vous citez d'ailleurs à cet égard Jacques Ellul, philosophe anarchiste chrétien, qui dit ceci : « L'espoir est la malédiction de l'homme, car l'homme ne fait rien tant qu'il croit qu'il peut y avoir une issue qui lui sera donnée. » Est-ce que le peuple doit comprendre qu'il n'y a pas d'échappatoire au système qui nous en sert ? Ou y en a-t-il une ? Alors, cette phrase d'Ellul, et c'est faire une distinction entre l'espoir et l'espérance, disons.
C'est pour ça qu'il dit l'espoir et la malédiction. Si on pense qu'il y a quelque chose qui va se passer, donc c'est un peu hegelien, c'est la ruse de la raison. De toute façon, tout ira bien. Ça ira, quoi, finalement. Et il ne faut pas tomber là-dedans, et plutôt être dans l'espérance, mais parce que l'espérance va avec l'action. Donc il ne se passera rien comment dire, il n'y aura pas un événement, il y aura des événements si, je veux dire, bien sûr, mais ce ne sera pas quelque chose qui va se déclencher comme ça, il faut une action. C'est pour ça qu'il ne faut pas céder il ne faut pas désespérer absolument, il ne faut pas rentrer dans une désespérance, ça c'est très grave, et je le comprends, mais c'est très grave. Mais si on reste dans l'espoir de « oh, un jour, de toute façon, tout ça changera », c'est pas bon non plus. C'est pour ça que je choisis la voie de l'espérance, qui est donc de se dire qu'en agissant, il va se passer des choses, des événements évidemment, mais nous, on aura aussi une action là-dessus. Mais évidemment, cette espérance ne va pas sans désespoir. C'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est celle de Bernanos qui dit « ce désespoir inflexible qui n'est peut-être que l'inflexible refus de désespérer ». Et je pense qu'on en est un peu là. Il y a un désespoir chez les gens, mais qui n'est pas un désespoir, qui n'est pas une désespérance. C'est un désespoir qui va pousser à agir. C'est un désespoir qui va nous pousser à rentrer dans l'espérance. On est personnellement, quotidiennement, un peu cyclotimique, à naviguer entre désespoir et espérance. C'est toujours surmonter ce désespoir, parce que, disons qu'on ne désespère pas de la France, on désespère pour la France. C'est complètement différent. Je ne désespère pas de la France. Je désespère pour la France de voir son actualité, etc. Mais je ne désespère pas de la France. Je sais que la France, en tout cas son peuple, son esprit, va un jour faire quelque chose, j'en suis convaincu. Sinon, je n'écrirais pas et je ne serais pas là devant vous, sinon. Vous identifiez trois menaces, trois forces à l'œuvre qui détruisent la nation française. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer ? Alors, je les réunis. Disons que c'est une grosse menace que je réunis, que je subdivise en trois, qui est l'impérialisme américain. Donc l'impérialisme américain nous attaque par le dollar roi. On le voit bien, il nous rachète nos entreprises. Encore une fois, il n'est pas seul aussi. La caste au pouvoir laisse faire. Encore une fois, là, dernièrement, Bercy a autorisé le rachat d'une pépite française de l'IA par une grosse entreprise américaine. Nos dirigeants ne font rien non plus. Le président de la République. Enfin, ils font quelque chose, mais dans le mauvais sens. Quelque chose dans le mauvais sens. On voit bien qu'Emmanuel Macron a été nommé Citizen of the World, je ne sais plus comment on dit, par l'Atlantic Council. Je ne pense pas que ce soit la vocation d'un président de la République française. Donc évidemment, le dollar roi, avec l'extraterritorialité des lois américaines, par exemple. On se souvient des affaires BNP Paribas, etc. Les milliards d'amendes payées. Voilà, les milliards d'amendes payées par des entreprises françaises. Donc d'abord, évidemment, le dollar. Deuxièmement, la culture. On voit bien qu'on est une société complètement américanisée depuis les années... Bon, depuis 1945, disons. Je fais commencer ça par les accords Bloom-Burns, qui étaient les accords sur le cinéma français, un quota de films américains. Là, on voit encore plus. Là, maintenant, c'est les séries américaines, c'est des anglicismes à tout va. C'est des manières de penser différentes. Je peux prendre deux exemples très rapides, mais la laïcité, par exemple, la France avait ce principe de neutralité, les Américains ce principe de non-discrimination, qui est complètement différent, et qu'on nous a amené par la CEDH, la CJUE, et aujourd'hui, la France est obligée de s'adapter à un principe de non-discrimination, par exemple. Et le retour, par exemple, de la question raciale. La fameuse discrimination positive de Nicolas Sarkozy. Par exemple, et le retour de la question raciale, qui est partagée par l'extrême gauche et par cette nouvelle droite, l'extrême droite, disons, aujourd'hui, qui repart. Donc, pour l'un, on va dire que c'est bien parce que c'est la gauche, pour d'autres moins, machin. Mais bref, c'est pas un système de pensée français, c'est un mode de pensée américain, puisque nous n'avons jamais eu ce problème-là. Je rappelle souvent cette interview, il faut la retrouver, mais des années 60-70, chez Bernard Pivot, où Gaston Monnerville et Angela Davis sont invités. Angela Davis raconte le malheur d'être noire américaine dans les années 60. Gaston Monnerville, qui était président du Sénat, lui dit « Je compatis avec cette souffrance-là, mais moi, en tant que noir français, je n'ai pas connu ça et je suis le second personnage de l'État. » C'était ça la France. Il n'y avait pas de question raciale. Et on voit que ça revient. Dans la culture, je veux dire, même dans les modes de pensée, on a cette américanisation-là. Et troisièmement, je dis, c'est un autre problème qui est en fait le même, puisque le problème est simple, c'est le mondialisme, l'impérialisme américain, l'Union européenne. En fait, finalement, c'est la même chose, puisque l'Union européenne est une création américaine. On le sait aujourd'hui, Jean Monnet était, si ce n'est un agent américain, en tout cas, quelqu'un de très très proche des secrétaires d'État américains, dont John Foster Dulles, qui est quelqu'un qui a donné cette impulsion pour que l'Union européenne soit créée, puisque c'est un idéaliste wilsonien, la paix par le libre-échange, la paix par la fin des nations, puisque pour eux, c'est une analyse à avoir, mais pour eux, les nations sont cause de guerre. C'est pour ça qu'ils ont voulu l'effacement des nations. Et en plus, comment se défendre face à l'impérialisme américain si on n'a plus notre nation ? Donc voilà un peu ces menaces qui sont les mêmes, finalement.
c'est bien le régime représentatif qui nous a conduit à ce viol avec le référendum de 2005, avec le traité de Lisbonne en 2008. Est-ce qu'il faut y renoncer à ce régime représentatif et pour quelle alternative ? C'est une très bonne question. En tant que juriste constitutionnel, enfin en tout cas dans mes études, je me suis souvent posé la question, puisque le problème ne vient pas finalement du droit ou de la Constitution, mais vient plutôt des hommes, finalement. Un régime représentatif comme celui-là, même si on peut le voir dès sa création finalement, puisque les révolutionnaires français en ont parlé, Barnave ou Montesquieu disaient que le peuple était très bon pour choisir ses représentants, mais pas pour décider lui-même. Bon, c'est là depuis très longtemps, mais le régime représentatif peut être quelque chose de très bien si on a les hommes pour. Je suis Polybe, j'aime beaucoup Polybe, qui est un historien de la République romaine, disait que la République romaine a réussi pour 3 raisons. Parce qu'il y avait qui était un mélange de démocratie, d'aristocratie plutôt, et de monarchie. Il y avait ces 3-là, il y avait le consul, il y avait le Sénat et il y avait le peuple romain. Et je pense que c'est ça, il faut ces 3 choses. Il faut un peuple providentiel, oui, il faut un chef d'État providentiel, certainement, mais il faut une élite aussi. On ne pourra pas se passer d'élite. Et le peuple français, généralement d'ailleurs, est un peuple qui aime ses élites, quand ces élites ne les trahissent pas. Le problème, c'est qu'il y a souvent eu en France une élite, ça dépend ce qu'on appelle élite, encore une fois, il y a l'aristocratie, il y a la bourgeoisie. La bourgeoisie française, depuis très longtemps, trahit la France par une fascination américaine aujourd'hui, mais une fascination pour le monde anglo-saxon avant, ou pour le monde allemand, qui les mène à la trahison, ou en tout cas à la trahison, qui les mène à plus aimer ces idéaux-là que la nation française. Donc comment faire ? Je souhaite plutôt qu'on essaye de refaire une élite, quand je dis élite, ça parle des représentants aussi, bien sûr, des représentants qui se sentent concernés par le peuple et la nation. Justement, cet esprit français, vous l'opposez à l'esprit germanique et à l'esprit anglo-saxon qui est issu lui-même du monde germanique. Quelle différence voyez-vous entre ces 2 esprits français et germaniques ? Comme on disait un petit peu tout à l'heure, je parlais de la ruse de la raison et le système hegelien, l'espoir et l'espérance, on va dire. La France, c'est un peu ça, c'est une foi quasi religieuse dans l'homme, donc qui s'amène à l'action. On croit en l'homme, en France. On croit à la révolte humaine, on croit à cette action de l'être humain. Ce qui est beaucoup moins le cas dans le monde anglo-saxon ou germanique, où on croit, là je disais aux lois intangibles de l'économie, par exemple, puisqu'ils vont croire à cette, encore une fois, hegelien, cette ruse de la raison, il va se passer des choses et les lois sont intangibles, il y a quelque chose au-dessus des hommes, donc là je ne parle pas de Dieu, mais des lois mécaniques de l'univers qui font que les hommes se comporteront toujours comme ça. Vous dites c'est la civilisation de l'homme pour la France et la civilisation des machines pour l'Allemagne. Oui, quelque part, oui. Bien sûr, une civilisation des machines dans le sens où il y a une machinerie supérieure à l'homme dans leur mode de pensée, qui est... que l'être humain se comportera toujours de cette manière. Adam Smith, c'est l'être humain recherche son profit, par exemple. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Peut-être certainement qu'un peu oui, mais certainement aussi qu'il recherche l'entraide de l'autre côté. Je ne pense pas qu'on puisse, avant toute chose, je ne pense pas qu'on puisse décréter que l'être humain soit comme ci, comme ça. Voilà, je pense que c'est ça la beauté de la France, c'est cette confiance en l'homme. Qui est difficile à avoir, bien sûr. C'est ce que je dis souvent, Bernanos disait, être optimiste, c'est être un imbécile heureux, être pessimiste, c'est être un imbécile malheureux. Parce que c'est ni l'optimisme ni le pessimisme dont on parle, c'est juste de croire en l'homme. C'est pas être optimiste à son égard parce qu'on peut l'être, il a fait des choses magnifiques. On peut être pessimiste parce qu'il a fait des choses terribles. C'est déjà ce que disait Hobbes, et encore plus loin avant, je crois que c'est Plaute. Mais l'homme est un loup pour l'homme, et l'homme est un dieu pour l'homme. C'est toujours ce choix-là. Mais on en revient toujours, et c'est ça que j'aime dans l'esprit français, que les autres n'ont pas, c'est cette liberté et donc responsabilité derrière. C'est le mot que dit Steinbeck dans Des souris et des hommes, je crois, c'est le mot hébreu Timshel, c'est si tu peux ne pas. C'est un choix de l'homme, c'est pas un devoir, etc. Il y a un choix. Un choix qui est compliqué, parce que c'est facile de le dire comme ça. Je suis bien conscient qu'il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, mais si on veut être libre, c'est se rendre compte qu'il faut être responsable aussi de ses actes. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'en tant que citoyen, même si on n'est pas coupable de ce qui se passe aujourd'hui, on n'en est pas coupable, mais quelque part, on est obligé d'avoir une part de responsabilité dedans.
Alors justement, vous dites que la liberté, implique cette responsabilité, mais aujourd'hui les Français sont totalement dans la main de l'État. L'État dirige tout. On a vu ce qui s'est passé pendant le confinement. L'État a régenté la vie des Français. Comment on peut sortir de cette dépendance? Comment les Français doivent-ils s'organiser? Doivent-ils sortir des syndicats, des partis? Faut-il organiser, je veux dire, on va aller dans l'extrême, mais organiser des milices, des groupes, des groupes civils? Le problème vient surtout du fait que l'État intervient au mauvais endroit. C'est comme quand on parle il y a trop de social en France ou trop de libéral en France. On est trop libéral, on est trop social en France. Le problème, c'est ni l'un ni l'autre, c'est juste que c'est mal social et c'est mal libéral. C'est mal fait. C'est libéral au mauvais endroit, puisqu'on laisse pour les ultra-riches, disons ultra-riches, les milliardaires, etc., et pour des gens qui vont pouvoir délocaliser, etc. Donc trop de libéral, mais par contre pour les classes moyennes, pas du tout libéral, puisque très souvent les impôts sont beaucoup trop élevés pour les classes moyennes, donc c'est pas assez libéral. Et d'un autre côté, on a fait, pour justement intégrer l'Union européenne, on a créé un système social qui est un système pour faire survivre le peuple français par rapport à ces délocalisations, à cette fuite de l'industrialisation. C'est tout le système du chômage, etc. Donc, c'est très bien que ça existe, je veux dire, mais c'est pas le bon choix, puisqu'il aurait fallu plutôt, pas réindustrialiser, mais ne pas désindustrialiser. Mais il y en a qui avaient des rêves grandiloquents d'entreprises sans usine, par exemple. C'était à la mode dans les années 90. Mais c'était terrible de voir ça, puisqu'on a tout envoyé, par exemple, en Chine, et maintenant la Chine revient vers nous vendre des panneaux solaires dont on a apparemment tant besoin. Mais c'est pour ça, l'État intervient au mauvais endroit. Je pense que l'État doit continuer. Je suis gaulliste, donc je pense vraiment que l'État doit intervenir dans l'économie, par exemple, renationaliser certaines choses. J'en suis convaincu. Mais intervenir pour... je ne sais pas... Quand on voit, Antoine Guénaud, le CNR, le Conseil national de la résistance, est sorti de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous n'avons pas de conflit sur notre territoire et pourtant, il nous faut, à nous Français, organiser quelque chose, une organisation collective. Oui, tout à fait. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, l'organisation on va dire, de milices, ça paraît être un gros mot aujourd'hui, mais que les Français puissent se reconnaître dans une organisation sociale qui ne soit ni partisane, ni syndicale. C'est la grande difficulté. Une organisation militante. C'est une grande difficulté, puisqu'effectivement, tous les corps intermédiaires ont trahi à un moment donné, que ce soit les partis ou les syndicats, sont tous devenus complètement européistes. Je ne parle pas du syndiqué de base, par exemple, quand je parle des syndicats, mais les grandes centrales syndicales, comme la CGT, préfèrent parler des toilettes non genrées plutôt que de défendre les droits des travailleurs français. Et il n'y en a aucun qui souhaite sortir de l'Union européenne, alors qu'on sait très bien que l'Union européenne est quand même responsable de toutes ces délocalisations et de la misère sociale de tant et tant de travailleurs. Je viens des partis et syndicats étant dans la main de l'État, lui-même dans la main de la banque. En tout cas, dans les mains des banques, oui, c'est sûr. En tout cas, dans les mains de la finance, disons-le clairement, oui. Donc, comment faire? Ça, c'est vraiment une très bonne question. Je ne sais pas si la milice est la solution, mais effectivement, il faudrait refaire... Un exemple. Non, bien sûr, mais je pense que les Gilets jaunes ont été un très bon exemple. Je pense que ce sera plutôt des mouvements... puisque forcément les Français ont peur de ces corps intermédiaires. C'était déjà une forme de milice, les Gilets jaunes, puisqu'ils avaient un uniforme. Oui, dans ce sens-là, tout à fait. Non, mais bien sûr, dans ce sens-là. Il y aura une manière de reconnaissance, effectivement, qui sera la couleur ou l'uniforme, c'est évident. Et parce qu'il faudra bien sûr se rassembler, mais je pense que ce sera plutôt un mouvement comme les Gilets jaunes qui viendra un petit peu, encore une fois, du bas. Sans organisation au début. Après, faudra-t-il, est-ce que ça a été l'erreur des Gilets jaunes ou pas? Ça, c'est chacun d'y répondre. Moi, je trouve ne pas faire émerger une tête. Voilà, je ne sais pas si ça a été une erreur, parce que je comprends. On n'a pas envie de faire émerger une tête quand forcément on veut changer ce régime-là, j'allais dire. Mais c'est compliqué puisque la clé nos institutions sont bloquées là-dessus, puisqu'on est obligé, pour être élu, d'avoir un parti, d'avoir des financements aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans les institutions. C'est pour ça que je suis démocrate et j'espère que ça se passera par le vote, mais peut-être que, comme en 1945, ça ne se passera pas par un vote et que ce sera par un mouvement populaire, que je dis bien populaire, encore une fois, je ne parle pas de coup d'État, je parle d'un mouvement populaire qui changera les choses. On ne sait pas du tout comment ça arrivera. Vous citez Bernanos qui croyait à la vocation surnaturelle de la France. Qu'entendait-il par là? Qu'entendait-il par là? C'est une très bonne question. Moi, c'est plus du ressenti qu'autre chose. Je le ressens, cette phrase m'a beaucoup touché. Je pense que c'est un petit peu comme disait Andrei Makin, qui citait Bernanos d'ailleurs dans un livre.
Tout à fait. Dans son livre Cette France qu'on oublie d'aimer, qui est un livre magnifique, franchement, et qui disait il faut sublimer la nature nationale, sinon on tombe dans une civilisation matérialiste d'estomac heureux. Et c'est un peu là qu'on en est tombé. Et c'est assez triste, parce que plus personne ne pensait à la France, justement, parce qu'il y a eu les 30 Glorieuses, c'est de là par 68, etc. On n'a plus besoin de penser à la France, puisque de toute façon on a l'estomac plein. Pourquoi pas, mais c'est cette tristesse. C'est la promesse de la société de consommation. Je pense que c'est la promesse de la société de consommation, et on voit bien où ça nous a menés. Et puis finalement, à la fin, quand l'estomac n'est plus heureux, parce qu'aujourd'hui, Panem et Circenses, oui, mais il y a des jeux de plus en plus, on en voit partout, mais du point, il y en a de moins en moins. 10 millions de pauvres. 10 millions de pauvres en France. Donc c'est ça qui est terrible. Et comme disait Jaurès, la nation est le dernier bien des pauvres. Et c'est pour ça qu'il n'aurait jamais fallu abandonner cette idée nationale. Il faut la resublimer, oui. On peut prendre Bernanos, mais moi j'aime beaucoup Péguy, qui parlait de la mystique de la France. Et je pense qu'il faut une mystique de la France, oui. Il faut cette, je ne sais pas s'il faut dire transcendance. Transcendance, c'est puisque la nation est transcendante et incarnée. C'est très catholique ce que je dis, mais c'est le cas. Il n'y a pas de mal. Non, mais c'est tout à fait. Mais la pensée française vient de là de toute façon. Mais il y aura une resublimation de l'esprit français, j'en suis convaincu, qui passera par la transmission des parents, par exemple. Malheureusement, l'école aujourd'hui ne fait plus ce travail-là, mais c'est normal, c'est fait exprès, encore une fois. Je pense clairement que c'est sciemment organisé. Mais il y aura des solutions. Il y a eu des moments pires dans l'histoire de France, c'est ce que je dis. Enfin, pire, je ne sais pas, mais il y a eu 1420, et il y a eu Jeanne d'Arc après, et il y a eu 1940, et il y a eu De Gaulle après, De Gaulle et les autres résistants, évidemment, dans les années 40. Donc, je me dis qu'il y aura quelque chose qui se passera. La difficulté aujourd'hui, on en revient là, effectivement, il n'y a pas d'occupation visible. Il n'y a pas de tank dans la rue. Donc peut-être que les gens le verraient plus si c'était une occupation complètement physique. Je pense que le peuple le voit vraiment. Je pense qu'ils sont... C'est pas condamné. Je ne condamne pas, c'est pas condamnable. Je pense qu'on est dans le déni. Pour une raison simple, c'est que si on... Le déni veut dire que on a conscience, mais on ne veut pas voir. On refuse de voir, même si on le sait, au fond de nous. Et je pense que c'est une réaction complètement logique, puisque beaucoup de gens ne s'en remettraient pas psychologiquement, de se dire, mais en fait, on a un État, on vit là-dedans, enfin, et c'est le modèle humain depuis tellement de temps, etc. Mais en fait, ce modèle-là, aujourd'hui, nous trahit, et c'est à cause de ça qu'on est autant dans la misère aujourd'hui. Et je pense que c'est terrible. C'est pour ça que ce déni est complètement logique. Mais j'espère un jour qu'il y aura quelque chose, un événement qui sortira les gens de ce déni. Mais ça pourra être quand le frigo sera vide, ça pourra être quand ils décideront qu'il faudra... Les Français mettre dos au mur pour agir souvent. Certainement. C'est bien le cas. Moi, j'en suis en tout cas, vous reprenez le mot de Cambronne, ce cri « Merde !» La France qui dit non, c'est le titre de votre ouvrage que l'on peut retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous, Antoine Guénaud. Merci beaucoup.